Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Alexandre Borne, le directeur général de Belleville. C'est une foncière solidaire qui veut faire de l'immobilier un levier de transformation écologique et de justice sociale. Dans notre débat, on parlera des tensions sur les matières premières indispensables à la transition énergétique et environnementale. Cuivre, nickel, cobalt, lithium, comment sécuriser notre approvisionnement? Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, je vous présenterai Covergreen qui propose des kits made in France pour monter soi-même pergola, clôture, abri et studio de jardin. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Alexandre Borne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le DG, directeur général de Belleville. Peut-être une question toute simple. Pourquoi vous l'avez créé? C'était en 2019, je crois. C'est quoi l'idée de Belleville? Exactement. L'idée de Belleville, on était 5 associés dans des champs assez différents, l'immobilier, l'architecture, l'entrepreneuriat social. Et après une quinzaine d'années d'activité, on a nourri une sorte de frustration de ne pas comprendre exactement pourquoi on faisait ce métier. De comprendre aussi certains dysfonctionnements un peu structurels, une surfinanciarisation aussi, et on a eu envie de changer les choses assez et alors, simplement. Quels sont les principes de Belleville? C'est une foncière, c'est ça? C'est une foncière. Nous, notre principe aujourd'hui, c'est assez simple. Maintenant, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est de l'immobilier solidaire accessible à partir de 100 € pour des citoyens, avec un process 100% digitalisé. Et notre métier, c'est d'acheter derrière. Ce qu'on fait avec cet argent, c'est qu'on achète des immeubles, on les rénove, on les repense au regard des enjeux écologiques et sociaux de la société, de manière très contextualisée au terrain. Et ensuite, on vient louer ces immeubles à des loyers les plus modérés possibles pour des acteurs de la transition écologique et sociale, pour du logement, pour des gens qui sont en difficulté de se loger. Et donc, on vient essayer de répondre à des problématiques de spéculation foncière, de montée des prix et d'accessibilité de l'immobilier. Et vous venez de lancer, je crois que c'était à la fin de l'année dernière, fin 2024, une nouvelle société d'investissement qui s'appelle Foncière Belleville. De quoi il s'agit? Exactement. Foncière Belleville, c'est une société d'investissement. Donc, nous, au cours des 5 dernières années, on a investi plus de 10 millions d'euros. On a un portefeuille d'actifs qui représente à peu près 80 millions d'euros d'actifs. Et on pense avoir fait un certain nombre de projets pour comprendre vraiment et pouvoir déployer. Aujourd'hui, il s'agit de changer d'échelle aussi et de permettre, comme je le disais, à des citoyens de flécher son épargne vers des entreprises qui sont engagées directement dans ces entreprises. Donc, sont de nouveaux modèles d'investissement citoyen, en fait, que vous proposez. Exactement. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent, mais aujourd'hui, vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir dans des assurances-vie, vous pouvez aussi investir dans l'économie sociale et solidaire, mais en direct, donc dans des entreprises en direct. Et en investissant dans ces entreprises en direct, cela permet à des citoyens, d'une part, de bénéficier d'un avantage fiscal qui est assez intéressant, qui est de l'ordre de 25%, si l'argent reste bloqué 5 ans, et aussi de pouvoir être acteur du changement, si je peux dire, c'est-à-dire de maîtriser la finalité et l'impact de son argent en se disant j'ai un peu d'épargne, je peux le mettre dans une entreprise, je connais cette entreprise, je peux même participer à la vie de cette entreprise, faire partie d'une communauté et puis visiter, pour ce qui est de l'immobilier, on peut visiter des lieux, les vivre et comprendre en fait que en tant que citoyen, on a une capacité d'action qui dépasse le vote. C'est important le vote, bien sûr, surtout, mais aussi par le pouvoir de notre argent. Et alors, pourquoi vous avez ressenti le besoin? Je comprends bien de cette société d'investissement. C'est pour avoir une puissance de frappe en quelque sorte plus importante, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des projets, j'affine un peu ma question, il y a des projets sur lesquels vous ne pouviez pas aller, sur lesquels vous pourrez aller avec cette nouvelle société? On va pouvoir faire 2 choses. D'abord, en effet, une question de volume. Nous, on a investi 10 millions d'euros. Ici, aujourd'hui, cette société d'investissement a pour objectif de lever 60 millions d'euros sur 5 ans. Donc plutôt 12 millions par an. Donc il y a cette question-là. Il y a une question de déploiement. Les besoins dans l'économie sociale et solidaire, les besoins des citoyens sont croissants aujourd'hui dans une société qu'on connaît. Ça, c'est la première chose. D'autre part, ce bénéfice fiscal, il est intéressant parce qu'en investissant au capital, ça permet pour l'entreprise comme nous aussi, c'est une rémunération pour l'investisseur qui est non négligeable et que nous ne payons pas. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir un impact plus fort sur nos bénéficiaires
parce que le coût de notre argent a baissé aussi. Et dernière chose, ça permet, c'est un changement fort pour nous, c'est de se donner une surface grand public et donc de nouer des liens plus forts avec nos investisseurs, avec une communauté et de faire comprendre et d'essayer de travailler ensemble pour que les citoyens et les citoyennes se disent c'est un sujet, l'immobilier solidaire, les villes moyennes, les lieux d'action démocratique qu'on porte sont des sujets qui me touchent personnellement. C'est des sujets qui font partie de mon quotidien et j'ai envie de me mobiliser. Et donc, on n'est pas, on change de surface aussi. Ouais. Vous parliez de la financiarisation. Si on regarde le chiffre c'est la ville de Paris qui nous fournit ça, des logements vacants à Paris, c'est près de 300 000 logements actuellement vacants ou transformés en résidence secondaire. À Paris, sur 1 400 000 logements, il y en a seulement 350 000 disponibles à la location, 145 000 qui sont laissés vides. C'est la démonstration un peu de l'absurdité du système, Ouais, chiffre-là. exactement. En fait, on construit 3 millions de mètres carrés de bureaux, on en a combien de millions de vides. On fait du bureau alors qu'on a besoin de faire du logement. Les gens ont du mal à se loger. Et quand on a du logement, il est vide. Donc, on comprend. Le problème le plus fort derrière ça, c'est que, bon, parfois, il y a une intention de s'enrichir en tant qu'entreprise ou personnellement, mais il y a aussi un système qui est drivé par des fondamentaux qui génèrent ces problèmes-là. Oui, c'est pas forcément de la mauvaise volonté Non. ou une volonté d'enrichissement excessif des uns, Exactement. c'est le système qui pousse à ça? J'imagine que vous avez peut-être une assurance vie, une Ouais. épargne. Mhm. En fait, la réglementation impose de sécuriser au maximum votre argent, Ouais. au même titre que celui des Françaises et des Français. Et donc cet argent-là, qu'est-ce qui est le plus simple? L'immobilier, c'est pas mal pour le placer. Le placer dans du bureau, c'est souvent plus simple que le placer dans du logement, c'est en termes de gestion. Donc il s'avère que par la force des choses, on va aller créer beaucoup de bureaux. Mais ce qu'on critique, c'est justement cette finalité, elle répond plus aux besoins des gens. Et donc, il faut qu'on recule, on se rende compte de ces décalages et qu'on se remobilise pour répondre réellement aux besoins des personnes. Vous avez des exemples là, alors soit de projets passés ou alors peut-être justement avec la foncière Belleville, de nouveaux projets vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner? Ouais, on se mobilise aujourd'hui beaucoup pour créer du logement dans des villes, soit dans des villes moyennes, c'est un premier axe, c'est-à-dire c'est très intéressant, les villes moyennes, on a des villes dans lesquelles on a surutilisé la voiture, on a dit aux gens, prends ta voiture, va en périphérie faire tes courses, on va faciliter, c'est ça, puis si tu peux habiter en périphérie, c'est bien, mais en même temps, on ne passe plus jamais par le centre-ville. Alors qu'on a des centres-villes qui sont magnifiques. On a oublié cette valeur-là. Donc en fait, aujourd'hui, réinvestir les centres-villes, redonner à ces centres-villes du logement de qualité, avec des loyers les plus abordables possibles, ça c'est un axe de travail pour nous. La même chose dans des zones tendues, vous prenez des villes comme Montpellier, comme Sète, comme Saint-Ouen. En fait, on a intérêt à créer du logement dans des zones dans lesquelles la spéculation foncière fait que les prix vont monter. Et c'est pourtant des villes qui ont été populaires, des quartiers populaires. Et donc, il faut qu'on protège des poches de popularité, si je peux dire, de logements populaires abordables dans ces endroits. Donc ça, c'est un de nos axes. Et ensuite, on essaye de porter des lieux d'action, j'appelle ça d'action démocratique, d'action citoyenne. Les citoyens et les citoyennes ont besoin de lieux pour se réunir, créer du lien social et se mobiliser, agir, se redonner de la capacité d'action en réponse à des dysfonctionnements structurels qu'on évoque là aujourd'hui. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos projets, vous intégrez ces lieux-là, ou alors que vous lancez aussi, par exemple, dans, je sais pas, la rénovation d'un lieu culturel, ou ça fait partie des piliers de l'entreprise? Exactement. On a 3 axes: le logement, en gros, les lieux culturels et sociaux. Ouais. Et donc, on porte des lieux dans lesquels on peut trouver une programmation culturelle, un soutien à des problématiques sociales, de l'alimentation, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle ces lieux. On en a dans plusieurs villes en France. Et ensuite, on porte aussi des locaux d'activité pour des associations, pour des acteurs engagés dans la transition écologique et sociale, parce que le loyer payé par ces acteurs-là pèse le lourd sur leur bilan. Et alors, on doit vous poser la question à chaque fois, est-ce que c'est forcément moins rentable qu'une foncière classique? Écoutez, c'est pas... J'ai bien compris que ce n'était pas forcément votre premier objectif, mais en même temps, plus vous durerez, plus vous serez solide, plus il y aura des projets portés. Exactement. Donc, c'est pour ça que cette question, elle est c'est à la fois facile et en même temps, je prête attention à cette réponse, parce que si je vous dis que oui, c'est pareil, en fait, il y a des acteurs de la grande solidarité qui ne peuvent pas donner le même niveau de rendement qu'un acteur de l'immobilier classique, et il faut qu'on puisse investir dans ces entreprises-là très, très sociales. Mais aujourd'hui, par contre, ce que je dis aussi, c'est qu'une SCPI délivre entre 4 et 6% de rendement, et que nous, on s'attache à essayer de délivrer 3-4% de rendement.
sans la défisque. Donc, couplé à une défiscalisation, ça devient des rendements qui peuvent être supérieurs à 6,5%, ce qui est intéressant. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est intéressant. L'immobilier est résilient. Les projets qu'on porte sont très militants, très engagés. Et donc, il y a un fort enjeu à voir ça comme une source d'investissement intéressante et très motivante pour les gens qui ont envie de faire les choses bien. Merci beaucoup Alexandre Born et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, comment sécuriser notre approvisionnement, notamment en métaux, en matières premières nécessaires, indispensables à la transition environnementale. Le débat de Smart Impact, on parle matières premières, métaux, terres rares, toutes ces matières indispensables à la transition environnementale. Et je vous présente mes invités. Damien Ambroise, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes expert énergie et marché de l'électricité chez Bartel, cabinet de conseil en management, certifié Bicorp, d'ailleurs, depuis 2019. Louis-Marie Malbec, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes économiste, prospectiviste chez IFP Énergie Nouvelle. C'est quoi d'ailleurs IFP Énergie Nouvelle ? Alors, IFP Énergie Nouvelle, c'est un EPIC donc, qui est financé à moitié par l'État et à moitié sur fonds propres, qui fait de la recherche, alors historiquement sur tous les hydrocarbures, et qui depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, maintenant, on s'est spécialisé plutôt sur les énergies renouvelables qui représentent 80% de nos dépenses. Et vous publiez un rapport sur les métaux dans la transition énergétique. On va évidemment y consacrer notre débat, mais peut-être il y a une leçon principale déjà à partager ? Oui, alors... Il y a beaucoup de leçons. C'est toujours difficile d'en sortir une. Oui. C'est un sujet qui, après avoir été longtemps ignoré, revient au centre de l'actualité depuis une quinzaine d'années, et puis, plus précisément depuis 5 ans. Une leçon peut-être, c'est que ça va peut-être demander des efforts ou des réadaptations sur les modes de vie. Mais que il n'y a rien de très alarmant non plus. D'accord, ne soyons pas trop alarmistes. C'est évidemment une thématique sur laquelle le cabinet Bartel est engagé depuis longtemps, cet enjeu de l'approvisionnement, de la souveraineté, de la dépendance à certaines puissances étrangères. Alors c'est sûr que pour nous, les questions d'impact et de durabilité pour nos clients sont vraiment au cœur de notre activité. Donc c'est vrai que moi je rejoins ce qui vient d'être dit sur le fait que les matières premières, c'est un petit peu le parent pauvre des questions de transition énergétique, donc qui sont souvent abordées en chambre, mais qui mériteraient quand même d'être beaucoup plus abordées dans le débat public. Oui, effectivement, avec cette alerte de l'Agence internationale de l'énergie, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années, sur le manque à venir de métaux. Alors, de quels métaux on parle déjà ? La liste est longue, mais si on cite les plus importants, ceux qui sont indispensables. Ça dépend desquels. C'est sûr que ceux qui vont dépendre, ceux dépendants pour la transition énergétique, on va parler de cobalt, on va parler de nickel, on va parler de métaux qui sont parfois un petit peu plus communs, comme le cuivre, qui est même sans doute le plus important dans les temps à venir. Puisque aujourd'hui, on a des métaux comme le cobalt ou le nickel, qui sont encore une fois indispensables, mais l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, n'est pas spécialement inquiète sur la question de production dans les années qui viennent. C'est plus une question de géopolitique. En revanche, sur le cuivre, là, les projets miniers de production de cuivre sont en retard par rapport à nos besoins. Et là, on a plus un problème à résoudre. Oui, effectivement. Et des niveaux de production qui globalement ont suffisamment augmenté, sauf pour le cuivre, c'est ce que je comprends. Sauf pour le cuivre et pour le lithium. Et pour le lithium aussi. C'est-à-dire que historiquement, les métaux qu'on a déjà cités étaient un petit peu en retard, mais les projets d'augmentation étaient là. En revanche, ils se concentrent de plus en plus vers les mêmes pays que sont la Chine et dans le cas du nickel, l'Indonésie. En revanche, dans le cas du cuivre, là, l'AIE est en train de nous dire que d'ici 2035, dans sa trajectoire, on risque de manquer de 30% de cuivre pour répondre à la demande. Et quand on parle de projets miniers qui peuvent mettre entre 10 et 20 ans à ouvrir, ça risque d'être compliqué. C'est du très long terme, évidemment. Alors, on fait de la pédagogie, Louis-Marie Malbec, c'est dans quel... on les utilise où ? Les batteries, le photovoltaïque, enfin, voilà, là aussi, la liste est relativement longue. Effectivement, on l'a vu récemment, notamment avec les annonces de Donald Trump et les terres rares en Ukraine. On a parlé de beaucoup de terres rares sans exactement savoir où on les retrouve. Alors, dans les batteries de véhicules électriques, on n'a pas de terres rares. On a du nickel, du lithium, du cobalt, du manganèse, ça dépend du fer et du phosphate, ça dépend les technologies de batterie, mais pas de terres rares. Les terres rares, on va les retrouver plutôt dans les moteurs électriques ou dans les génératrices. Donc, dans les véhicules électriques côté moteur ou dans les éoliennes.
plutôt d'ailleurs les éoliennes offshore que les éoliennes onshore. Donc, en fonction des technologies, effectivement, on ne va pas retrouver exactement les mêmes éléments. Juste pour nuancer peut-être ce que vient de dire Damien Ambroise, sur effectivement les projections. Alors, moi, je suis prospectiviste, donc mon boulot, c'est d'essayer de regarder dans le futur. Où on va, oui. On a quand même fait l'exercice de faire l'inverse et de regarder vers le passé, et notamment sur le cuivre. On a les données de production du cuivre depuis 1900. Et la croissance du cuivre depuis 1900, c'est 3% par an. C'est-à-dire que chaque année depuis 1900, depuis un siècle et quelques, la production de cuivre augmente de 3% par rapport à l'année précédente. Si on regarde les projections de l'AIE, pour la transition énergétique, entre autres, et qu'on regarde jusqu'à 2050, quel doit être le taux de croissance de la production de cuivre, on tombe sur 3%. Donc au final... Donc vous nous rassurez, vous nous dites qu'on doit pouvoir suivre. Transition énergétique ou pas, le rythme de croissance de la production de cuivre est le même. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il a cru de 3% par an depuis un siècle, on va être capable de le faire. Les projections peuvent être alarmistes. Effectivement, il y a des temps d'ouverture de mines qui sont longs. Mais en même temps, on voit que le passé montre aussi que c'est quelque chose qu'on a été capable de faire, en tout cas par le passé. Et alors, juste en quelques mots, la différence entre métaux rares et terres rares, on parle de la même chose ou pas ? Non, terres rares, c'est un groupe d'éléments, de 17 éléments, qui sont spécifiques et qui ont des propriétés spécifiques et qu'on retrouve notamment dans les aimants permanents. Les métaux rares, c'est plutôt une notion plus géologique, question de est-ce qu'on en a ou pas. Les terres rares, en soi, ne sont pas si rares que ça, d'ailleurs. C'est plutôt historiquement qu'on les a nommées comme ça, mais elles ont... Avec, vous parliez de géopolitique, avec une domination chinoise qui est réelle sur le raffinage, c'est ça? Avant tout sur le raffinage, c'est-à-dire que dans les métaux qu'on a cités, par exemple, le cuivre, finalement, on en a quand même beaucoup en Europe. Le lithium, il y en a aussi. On essaie d'ouvrir une mine dans l'Allier. Le cuivre, beaucoup en Amérique du Sud. En fait, la Chine, eux, ils ont aussi beaucoup de métaux, mais ils ont surtout fait tout un travail ces dernières années pour concentrer entre leurs mains les moyens de raffinage. Et ils se sont placés là où ils étaient capables de concentrer ces moyens de production. Donc aujourd'hui, ça nous fait quand même des leviers à l'échelle mondiale, en fait, pour augmenter nos propres capacités de raffinage et moins dépendre de la Chine. Alors toujours, moi j'ai consacré pas mal de débats, ce principe de mine urbaine, donc l'idée d'un recyclage qui permettrait de prendre le relais. On n'y est pas encore, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Alors pas encore, mais pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas assez de déchets. C'est trop tôt. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un besoin croissant dans ces métaux-là. Vous prenez par exemple un véhicule électrique, c'est 3 à 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Donc, si on veut remplacer notre parc thermique par un parc électrique, on a un besoin à court terme de cuivre. Mais le cuivre, c'est un matériau qui en fait est très durable. Vous le mettez quelque part dans un ouvrage, il va durer 20 ans, 40 ans. Il n'y a pas de raison de l'enlever. Aujourd'hui, vous avez déjà en Europe, presque la moitié du cuivre qui est utilisé a déjà été recyclé. Donc vous avez déjà une filière recyclage qui est là. Donc ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que vous allez avoir un besoin de matières premières qui va être très important. Et le temps qu'on renouvelle la flotte de véhicules électriques, on déploie les éoliennes dont on a besoin et les autres usages, vous allez avoir plus de cuivre qui va être présent sur le territoire. Et là, d'ici 15 à 20 ans, on va avoir besoin d'une filière recyclage qui doit être prête à prendre le relais. C'est intéressant, ça veut dire qu'il ne faut pas investir trop tôt, d'une certaine façon. C'est ça, c'est-à-dire que trop tard et on rate la question de la souveraineté, et trop tôt, on se retrouve avec des actifs échoués. Mais c'est bien pour ça aussi que tous les investissements qui ne se font pas du jour au lendemain sur le recyclage et sur le raffinage ont besoin de long terme, d'une politique qui soit stable, donc de signaux en fait qui soient rassurants pour se dire que si là aujourd'hui je commence à réfléchir à un projet de recyclage, que dans 15 ans, mon business plan tienne toujours la route. Oui, effectivement. Vous avez développé, je crois, chez IFP Énergie Nouvelle, un modèle d'analyse justement de prospective sur les besoins en nouvelles technologies, en matériaux nécessaires à la transition environnementale. Oui, c'est exactement un de du travail qu'on effectue en tant que prospectiviste. On essaye de regarder effectivement, en fonction de différents scénarios de déploiement des technologies, les besoins en métaux qui seront associés. Notamment sur le déploiement de l'hydrogène en Europe, on a pu montrer que sur l'iridium, il y aurait peut-être un problème en fonction des technologies qui sont employées. Sur les batteries, et pour rebondir sur le recyclage, notamment aussi pour les batteries de véhicules électriques, ce qu'on voit apparaître, c'est que le recyclage, c'est une solution du temps long. En fait, un véhicule électrique, une batterie, c'est de l'ordre de 15 ans. Donc ça veut dire qu'entre maintenant et dans 15 ans, il faut produire les métaux dont on a besoin.
Et la question qui se pose notamment pour le montage des filières de recyclage, on le voit actuellement, Stellantis s'est retiré, Eramet s'est retiré de leur projet de recyclage parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à sécuriser les intrants de leurs usines. Et par ailleurs, ils n'ont pas de marché, de débouché pour leurs produits recyclés derrière. Il y a une autre incertitude qui pèse notamment sur les véhicules électriques et sur les batteries, c'est qu'on ne sait pas encore exactement quelle technologie de batterie va prendre le plus de parts de marché. On va rester probablement, au moins dans les 15 prochaines années, sur des batteries lithium-ion, mais à l'intérieur, il y a différents types. Et ben, si on met en place une usine de recyclage qui est centrée sur un type et qui finalement, c'est l'autre qui se déploie, on a investi un peu pour rien. Donc c'est pour ça qu'il y a une incertitude, en plus de l'approvisionnement, qui pèse aussi sur la technologie. Et puis avec une question aussi de comportement. Alors bon, moi je roule en SUV, donc j'assume. Mais c'est vrai que voir autant de grosses voitures qui pèsent très lourd et qui consomment beaucoup de matières premières, c'est assez incohérent. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, quand on est dans une optique de transition énergétique, on sait qu'on va avoir des contraintes en termes de production énergétique, mais aussi d'accès aux matières premières. On peut jouer sur les deux volets. On peut chercher à augmenter la production. Puis on en a parlé. Il y a des solutions. C'est un défi qui est important. Mais il y a toujours un risque, finalement, qu'il soit géopolitique, de stock ou de lead time industriel. On peut aussi jouer sur la question de la demande. C'est-à-dire que se déplacer, c'est un besoin économique, c'est un besoin vital. Se déplacer en SUV, là, on peut un peu plus en discuter. Voilà, on peut un peu plus en discuter. Donc, si jamais se dire qu'on part vers un déploiement à grande échelle des SUV met en danger le fait d'avoir plutôt des petites voitures pour tout le monde, en tout cas qui permettent à tout le monde de garantir un accès à l'électricité et une mobilité. Voilà, là il y a des choix politiques, mais on est plutôt dans une question de gestion de risque. Et puis on retombe sur la question de l'acceptabilité, de la liberté de chacun, de choisir quelle voiture il va utiliser. Donc trouver le discours pour faire comprendre que il faut faire des choix, peut-être un peu de sobriété, qui vont nous permettre de profiter d'un mode de vie différent à côté, c'est ça ? Tout à fait. Là, on est plus dans une question psychologique, et de se dire aujourd'hui, j'accepte en fait de réduire mon choix pour que dans 5 ans à 10 ans, justement, j'en ai beaucoup plus, parce que aujourd'hui, j'ai épargné sur les matières premières auxquelles j'ai accès, sur l'énergie que je suis capable de produire, pour sécuriser finalement mon mode de vie dans 10 ans. Donc c'est une question de vision à long terme. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation avec Manuel Giuffredi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cover Green. Vous l'avez créé en 2021. Avec quelle idée ? Racontez-moi. Alors, Cover Green, c'est une marque française de produits d'aménagement extérieur en bois, d'excellente qualité, qui vont être livrés en kit à installer soi-même. On va retrouver de la clôture, de la pergola, de la terrasse, du bardage, du studio de jardin. Enfin, la plupart des produits que vous pouvez imaginer installés dans un extérieur. Et le tout est conçu pour que ce soit robuste, esthétique et surtout simple à installer, même pour les moins bricoleurs. Voilà. Au départ, je crois que vous proposiez un peu des solutions clés en main et vous êtes passé au kit. Pourquoi ? Alors, au départ, vous avez raison, on proposait des solutions clés en main. On a complètement opéré un pivot. Du coup, c'était un vrai challenge parce que le clé en main, en fait, représentait 50% de notre chiffre d'affaires. Et on s'est rendu compte que les gens changent, le do-it-yourself explose, et sur tous les domaines. Et il y a un autre critère aussi, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et le troisième critère qu'il y avait, c'était surtout, les gens se rendent compte qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc, on a opéré ce pivot et revu Cover Green. Tous les produits qu'on faisait en clé en main, on les a réadaptés avec un bureau d'études pour qu'ils soient faciles à installer par le particulier. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un challenge qu'on a réussi parce que ça marche très bien. Ouais. Ça veut dire que les Français sont de plus en plus bricoleurs ? Les Français sont de plus en plus bricoleurs, effectivement. Et ça, on le voit, nous, on le ressent dans la clientèle. C'est que quand on a monté l'activité, on avait 80% de notre chiffre d'affaires qui était du clé en main. Et aujourd'hui, 100%, c'est du kit. Voilà. Ouais, effectivement. Alors, on va évidemment s'intéresser aux matériaux, à la durabilité, aux engagements que vous pouvez prendre, le côté fabriqué en France. Déjà, les matériaux, c'est du bois essentiellement, exclusivement du bois ? On va travailler exclusivement avec du bois français qui vient
de France, de préférence pas plus haut que l'Auvergne. Ouais. Et on va nos produits. Pourquoi l'Auvergne? Parce que vous êtes basé dans le Non, coin. pas du tout. En fait, c'est que et c'est là où il y a une vraie densité de forêt. D'accord. Et la plupart de nos produits sont fabriqués après dans le sud de la France. D'accord. Ça, c'est un choix que vous avez fait? Alors ça, c'est un choix. Le bois, en fait, si vous voulez, je vais vous dire, en France, on a à peu près 6 millions d'hectares de forêt PEFC. PEFC, ça veut dire quoi? On le rappelle. C'est durablement géré. Voilà. D'accord. Et on a, en fait, pour vous donner une autre statistique, en 85, il y avait à peu près 137 mètres cubes par hectare. Aujourd'hui, en 2025, on est aux alentours des 180 mètres cubes par hectare. Donc on produit du bois. Ouais, en fait, il y a de plus en plus de bois. C'est une matière qu'on a à portée de main, et donc il faut l'utiliser. Nous, on voulait vraiment cette matière écologique, et on fait la promotion constamment de cette matière, du bois qui vient de France. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la filière existe, que c'était finalement, je mets plein de guillemets, mais facile de faire le choix du Made in France, du fabriqué en France? Alors c'est facile, oui et non en fait. C'est facile quand on veut le faire et quand on s'en donne les moyens. Mais c'est-à-dire que quand on fait du Made in France, forcément on va être en concurrence avec des produits qui viennent de beaucoup plus loin, qui sont de moins bonne qualité et forcément... qui sont souvent moins chers aussi. Qui vont être moins chers. Après, c'est pas du tout la même qualité et on a la chance en fait, nous en 2025, d'avoir les esprits qui changent quand même vis-à-vis de ce point-là. Mais est-ce que ça veut dire que vous vous positionnez quand même forcément plutôt sur du haut de gamme ou sur du moyen haut de gamme? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. En fait, nous, on va avoir des produits qui sont très accessibles en termes de prix par rapport à la qualité. Donc, on a un excellent rapport qualité-prix. Et le but de Cover Green, c'est de donner accès à des produits haut de gamme au plus grand nombre. Voilà. D'accord. Et donc, ce bois, il est traité, il est pré-coupé. C'est quoi le travail que vous faites avant de proposer le kit, en fait? Alors, le bois, il est découpé. Ça s'appelle, quand le bois est fraîchement découpé, ça s'appelle une grume. Et derrière, il va être scié, raboté, enfin pré-découpé, débité, séché, après traité. Et ensuite, il va être assemblé pour ensuite être vendu et installé dans le jardin du particulier. Est-ce que ça veut dire que vous testez forcément, par exemple, une pergola? C'est-à-dire que vous dites, OK, bon, je prends mon kit, je regarde en combien de temps je peux la monter? Ah oui, forcément. Ouais. On va en fait regarder en combien de temps on peut la monter. Ça va être plus ou moins long en fonction de ses compétences en bricolage. Voilà. Après, nous, on va faire en sorte qu'elle soit accessible également pour les gens qui sont moins bricoleurs ou pas bricoleurs du tout, parce qu'il y a des notices de pause qui sont détaillées et des vidéos explicatives qui montrent clairement comment le monter. Donc, c'est l'occasion de se lancer dans le bricolage si jamais vous le voulez. C'est quoi vos perspectives de développement là, si on se projette à 4-5 ans? Alors, chez Cover Green, nous, on développe à peu près 2 à 3 produits par an. Et là, on va orienter les prochains produits vers l'aspect toujours écologique avec du bois français, mais les produits intelligents qui vont permettre de se rémunérer, enfin pas se rémunérer, mais en fait de développer soit de l'eau, soit de l'électricité. D'accord. Je vous en dis pas plus pour le moment, on va le lancer, peut-être qu'on se reverra une prochaine fois là-dessus. Qui sait? Mais on va garder en fait le même concept du kit et l'idée c'est de devenir la référence du kit pour l'extérieur auprès de tous les particuliers qui ont des jardins. Merci beaucoup Manuel Giuffredi et bon vent à Cover Green. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.